Jean-François Rosier, bonjour. Nous sommes Bonjour. au musée Lambinet où se déroule actuellement votre exposition Hyper Versailles comme Hyper Photo. Alors, on va revenir évidemment sur votre parcours, sur votre façon d'exprimer les paysages et les villes que vous photographiez. Mais l'hyperphoto, c'est quoi? L'hyperphoto, maintenant, bon, on l'associe tous au surdimensionné, Oui. mais au départ, c'était quand même une référence à la peinture hyperréaliste. Enfin, moi, j'étais fasciné par le travail des hyperréalistes qui étaient capables de souligner des paysages assez triviaux, en les soulignant par un travail considérable et donc une obligation, une forme de méditation, obligée à s'arrêter et à regarder. Donc, en fait, mes premières photos étaient des paysages et je voulais, par cette hyper netteté, etc., pousser les personnes à s'arrêter pour regarder. C'est amusant parce que l'hyperréalisme, c'est une sorte d'hommage de la peinture à la photo, d'une certaine façon. Et là, vous rendez un hommage à la peinture par la Mais photo. en fait, oui, la photo et la peinture ont toujours été les meilleurs amis du monde, enfin, depuis Oui, bien sûr. les meilleurs ennemis du monde ou les pires amis. Enfin, depuis l'invention de la photographie qui a quand même porté un coup aux portraitistes de peinture. Enfin, il y a toujours eu cette espèce de compétition qui en même temps a apporté effectivement Une autre vision, voilà. Oui, C'est-à-dire voilà. que c'est voir la réalité avec une autre façon de la voir. D'ailleurs, vous dites, au fond, mes photos, mes œuvres, enfin, ce sont des spectacles. Oui, tout à fait. Oui, ce sont des photographies. Bon, c'est vrai que c'est assez difficile de les nommer et beaucoup de gens disent vos tableaux. J'aime bien le terme parce Oui, que c'est oui, parce que tableau, c'est c'est ni peinture ni c'est un tableau, c'est une image plane au mur. Là, donc Oui. et Enfin, effectivement, il y je a les des conçois œuvres, un peu en tout comme cas. en tant que photographe, on est quand même aussi proche du cinéma. Et pendant très Oui. longtemps, j'étais un petit peu un cinéaste frustré. Et là, j'ai enfin résolu Ah oui. cette. Vous dites d'ailleurs que le problème du cadrage, qui est le problème essentiel peut-être Oui. des cinéastes, c'est un problème aussi très important pour vous. Tout à fait. Et surtout, c'est que Et vous sortez aussi du cadre, c'est ça qui est... Voilà. Bah, c'est-à-dire que je trouvais que la photo, en fait, manquait on dit la photo réaliste, mais en fait, elle est quand même extrêmement subjective, puisqu'on cadre à un moment donné. D'abord, on prend à un moment donné très court, dans le temps, et on cadre une toute petite partie du sujet. Moi, j'essayais de retrouver tous les aspects, les facettes du lieu, et aussi de décliner un peu dans le temps. Là justement, puisqu'on parle de la photo, il y a ça dans la photo, il y a en effet le temps qui est figé, et puis, ce qui est photographié est aussi figé, ce qui permet d'apercevoir des choses qu'on ne voit pas forcément quand on passe devant. Oui, tout à fait. En fait, pour revenir au cinéma, ce que je cherchais en faisant mes images, puisque je les fais sur écran d'abord, et donc sur l'écran, vous avez vu sur le site, on peut zoomer, C'est ça. se promener dedans, c'est en fait de retrouver, j'adore le travelling sur image fixe. En fait, en fait, quand on voit un travelling en cinéma, bon, une foule par exemple, on voit des choses animées, etc., mais on est dedans, et quand la foule est fixe et que nous, on se déplace, il y a une sensation extraordinaire, peut-être de toute puissance, puisqu'en fait, on maîtrise, enfin, on abolit le temps, quoi, en fait. Oui, il y a quelque chose de Dieu là. Oui, voilà, Hein, tout à fait. Bah oui, c'est sortir du temps. Chez les créateurs. Alors, évidemment, on reviendra évidemment à votre passé, enfin comment vous avez commencé, mais techniquement, alors, vous travaillez comment? Vous travaillez, vous prenez des photos, plusieurs photos? Voilà, techniquement, donc quand j'appréhende un espace, je me mets à différents points de vue. Donc à chaque point de vue, je quadrille l'espace. Donc je prends plusieurs centaines de clichés. Donc je quadrille l'image, par exemple, en 20 clichés par 15, donc ça fait 300 images, que après j'assemble et j'obtiens une image classique, classique mais hyper définie, pour garder ces termes-là, d'un angle de vue le plus large possible. C'est quand même toujours des panoramas, mais assemblés de façon à ce qu'on ne sente pas que c'est un panorama. Déjà, j'aime bien avoir une vision la plus large, complète, ça peut aller à 180, même 270 degrés, et c'est ramené comme une vision à 45 degrés, enfin, dans l'appareil normal. Bon, alors je fais déjà plusieurs vues comme ça, donc dans le même lieu, je me déplace, je vais le prendre, alors je vais prendre sur un angle de la pièce, l'autre angle, etc. S'il y a des étages, je vais monter à l'étage, prendre une vue plongeante, je vais me mettre au sol contre-plongeant, pour avoir effectivement, comme je vous disais, tous les aspects, tous les points de vue possibles. De la même façon, quand on se promène dans une pièce, le regard parcourt, et justement, on ne s'arrête pas à un seul endroit. Et après,
Alors c'est là qu'est tout le plaisir, c'est une fois que j'ai préparé ces images, c'est l'assemblage qui est en fait un jeu de construction comme un jeu de cube, enfin, c'est un jeu d'enfant en fait. Et là, il y a un plaisir énorme justement, presque divin, enfin, de maîtriser et de pouvoir rebâtir le monde. Vous avez raison de dire que voilà, c'est un pas entre la photo et le cinéma, parce qu'on a oui, tout à fait. C'est figé, mais en même temps, il y a beaucoup d'angles de vue. Quoi, hein, oui. Alors, et même la notion de champ contre champ. Champ contre champ, voilà, absolument. Oui, il y a un lien très très fort entre la photo et le cinéma. Oui. Alors là évidemment, l'exposition est consacrée à Versailles, et c'est très étonnant parce que c'est à la fois des lieux qu'on reconnaît, quand on les connaît, et en même temps, on est ailleurs. C'est un peu ça que vous recherchez aussi. C'est ça. C'est en fait, je vous parlais d'avoir le plus de réalisme possible, en fait, c'est-à-dire finalement peut-être essayer de reconstituer ce que le cerveau fait d'un souvenir. Parce qu'en fait, j'ai toujours été gêné, parce que finalement, la grande vocation de la photo, ce qui fait que c'est si populaire, c'est quand même le souvenir, c'est-à-dire de maintenir un témoignage de quelque chose qu'on a vu. Il faut des albums. Bon, voilà, Et en fait, à chaque fois qu'on présente des photos souvenirs, on est toujours en train de dire, voilà, ça c'est une approche de la réalité, mais c'est vraiment pas ce que c'était, c'est juste réducteur. Oui. J'essaie donc d'être moins réducteur et d'aller plus dans une image, un souvenir plus réel. Et puis après, c'est passé au fantasme, parce que finalement, le souvenir, il finit par... oui, voilà, il est ce qu'on en fait. Il est ce qu'on en fait, voilà. Ouais. Et c'est intéressant, c'est un peu... D'ailleurs, c'est drôle, parce que quand on me pose des questions sur les détails qu'il y a dans le travail, je ne me souviens plus, moi, de ce que... Je suis un peu comme le mythomane, je ne sais plus ce qui était vrai ou faux. C'est-à-dire qu'on me demande est-ce que ça, c'était blanc, et je ne me souviens plus. Enfin, sur le coup, oui, mais 2 mois après, je ne sais plus dans l'image. Finalement, moi-même, je me fais tromper. Ouais. Mais ça, c'est assez formidable, c'est-à-dire ce côté à la fois, oui, on connaît pas, un peu comme parfois des paysages qu'on traverse. On se dit, on est peut-être passé là, mais on n'y est jamais passé en réalité. Hein. En fait, j'ai retrouvé grâce à ça, parce que quand j'ai commencé la photo, moi, ma vocation, la photo, c'était le côté alchimique et magique de la photo argentique. En noir et blanc, à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais un oncle qui m'avait initié à la photo, et donc dans sa chambre noire, la première fois que j'ai vu une photo se développer, j'avais l'impression qu'il faisait un tour de magie, en plus dans une ambiance rouge et tout ça, enfin on est dans la magie totale. Et là, j'aime bien, justement, quand on joue au bonto aussi, il y a quand même, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas quoi. On sait pas où, et en fait, j'aime, parce qu'en fait, on sait que c'est faux. Enfin, je veux dire, je ne vais pas chercher à cacher le fait que c'est du trompe-l'œil. Mais j'aime bien qu'on ne sache pas quel est le tour, où est le vrai, où est le faux. Voilà, c'est un peu comme le tour de l'illusionnisme, on sait très bien qu'il ne coupe pas une femme en deux, mais n'empêche qu'on se fait quand même bien... Alors il y a une fascination chez vous pour la ville, évidemment. Oui. Hein, vous avez consacré beaucoup de vos œuvres aux villes, à New York, à Paris, à Versailles aujourd'hui. Vous citez d'ailleurs Pérec, La vie mode d'emploi, oui, hein, tout à fait, qui est ce roman où Pérec s'amuse à découper un immeuble, voilà, puis on regarde un peu ce qui se passe dans chaque pièce, dans chaque appartement. Georges Perec, c'est un peu vraiment mon modèle. C'est marrant parce qu'il n'était pas très, il n'aimait pas tellement l'art contemporain, mais maintenant, la plupart des plasticiens le prennent comme référence parce que c'était quand même un plasticien avant l'heure, quoi. Un plasticien de l'écriture, quoi. Et il avait déjà cette notion de vanité, ce besoin de contrainte, qui est aussi un peu... Alors vous avez aussi des contraintes au fond, oui, hein, que vous en donnez. fait, j'en ai besoin, un peu comme lui. Oui, c'est ça, vous mettez des contraintes pour écrire ses romans. Bah oui, parce qu'en fait, justement, quand on part dans le fantasme total, on a besoin de se cadrer pour que ça reste... voilà, c'est le garde-fou, quoi, en fait. Les contraintes sont des garde-fous. Alors, venons-en un peu à votre parcours. Vous avez d'abord fait une école qui est l'école nationale Louis Lumière. Hein, et puis vous dites, voilà, alors on est photographe, mais enfin la photo, c'est très compliqué de revivre. Tout à fait. Et d'autant plus qu'elle n'était pas plasticienne à l'époque. Enfin, il n'y avait pas la photo. C'était extrêmement frustrant d'ailleurs, parce que moi j'y croyais depuis le départ à la photo comme moyen. Comme œuvre d'art. Comme art. Et les premières mais ça, photos... c'est récent, la photo œuvre d'art, au fond. Oui, tout à fait. En fait, je l'ai appris récemment, c'est grâce au land artist, en fait, donc aux plasticiens d'œuvres éphémères, qui justement voulaient faire de l'éphémère, donc du non commercial, sortir du circuit marchand, et qui sont mis à faire des œuvres éphémères, mais il fallait bien qu'on regarde un témoignage, donc ils ont fait des photos. Et finalement, ce sont ces photos qui étaient juste des témoignages, qui n'étaient pas de très bonne qualité, de ces œuvres éphémères,
qui ont été repris par les marchands et qui ont été vendus comme œuvres d'art. Et à ce moment-là, la photo est devenue une œuvre d'art. Mais à l'époque, voilà. À l'époque, moi j'admirais Irving Penn, Diane Arbus, je sais pas, même Sidney Sherman, qui est considéré comme les plus grands artistes. À l'époque, c'était des photographes de mode. Oui, c'est pas ça. des artistes. Voilà, c'est des photographes qui faisaient autre chose et qui sont devenus qui étaient intéressants, mais c'est des photographes de mode. Ouais. Moi, je trouvais que la photo, c'est un moyen à part entière qui a un pouvoir extraordinaire, justement, qui lutte d'ailleurs avec les... Et là, je suis extrêmement content qu'on reconnaisse ce pouvoir de la photo maintenant, depuis peu finalement. Depuis peu, oui. Et je pense que le numérique y est pour quelque chose. Alors, il y a l'arrivée du numérique, ça a été une révolution, enfin, et pour vous. Voilà, moi, en fait, c'était un peu, et c'est peut-être pour ça que je me suis plongé à fond là-dedans, quelque chose qui a attendu 30 ans, parce qu'en fait, je suis photographe depuis les années 70, oui, ça fait plus de 40 ans, et en fait, le numérique, c'est en 2000 que vraiment donc ça faisait 30 ans que j'étais photographe aussi. Alors je faisais de la peinture, de la sculpture sur le côté pour mon expression personnelle, puisque la publicité c'est plutôt l'expression d'un directeur artistique. Et quand le numérique est arrivé, là c'était l'outil que j'attendais. Et vous avez cherché d'ailleurs, vous avez fait plusieurs photos panoramiques, vous avez essayé de superposition, de juxtaposition, et vous êtes arrivé donc à ce que vous avez inventé au fond, l'hyperphoto. Est-ce qu'il y a... Alors évidemment, on peut vous voir au musée Lambinet dans cette exposition Hyper Versailles. Est-ce qu'il y a une galerie aussi qui s'occupe de vous? Oui, enfin il y a plusieurs galeries. Là, je rentre hier de Bégine. J'étais au quartier, au district, Art District, là il y a la galerie Paris-Bégine, qui m'expose actuellement donc à Pékin. J'ai une galerie, il y en a une qui m'expose à Genève actuellement, une autre à Zurich, donc ça fait deux Suisses. Il y a la galerie Villa d'Erte en Espagne, Waterhouse and Dodd qui s'occupe des États-Unis et de l'Angleterre. Enfin, il y en a Neve à Istanbul. Enfin, donc, une œuvre de Jean-François Rosier, on peut dire à peu près un prix moyen? Dans les formats qui nous entourent, là, en 3 mètres, 1 mètre 80, c'est à peu près 20 000 €. Voilà, c'est magnifique. C'est super. Merci infiniment. Merci. Alors je signale que voilà, pour ceux qui ne peuvent pas encore s'acheter la photo, il y a le catalogue de l'exposition et puis. C'est ce que je fais moi-même d'ailleurs. La photo, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a toujours les livres de photos. Ça, et c'est super, mais ça donne une trace de votre travail. Merci beaucoup Jean-François Rosier. Merci beaucoup.